Bonjour à tous, un nouvel épisode de Malia. Aujourd'hui, je reçois une personne qui a décidé de rester anonyme et j'espère que vous allez liker, partager cette vidéo de façon massive parce que la thématique qu'on va aborder aujourd'hui est une thématique qui touche beaucoup d'entre nous et aujourd'hui, notre invité décide d'en parler de façon très décomplexée. Bienvenue. Merci. Comment ça va? Un peu stressé, mais ça va. Ça va aller, on va se détendre. Et je veux vraiment que ce soit justement un épisode très détendu. Je sais qu'ils n'ont pas l'habitude de ce format, donc ils vont me voir que moi. Mais ils vont quand même t'entendre et plonger vraiment dans ton histoire. Je l'ai annoncé dans le teaser, on va parler aujourd'hui de viol. Et j'aimerais savoir déjà pourquoi est-ce que tu as décidé de choisir Maléa pour parler de ça et comment est-ce que tu appréhendes cet épisode? Alors, pourquoi j'ai décidé de passer dans cette émission c'est parce que je trouve qu'elle est authentique, les gens peuvent parler librement, là encore plus en étant anonyme. Je pense que je vais pouvoir mettre des mots sur mon histoire, qui me suit depuis maintenant plusieurs années. Et je voulais le faire avec toi, puisque je pense que c'est mieux de le faire avec des personnes en qui on a confiance. Et justement, ce n'est que la première étape, donc je me sens quand même un peu stressé, mais quand même un peu en confiance. D'accord. Ok. Donc moi, je suis pas du tout au courant de cette histoire, donc je vais vraiment te laisser cheminer dans l'histoire. Je sais que tu m'as juste dit qu'il s'agissait de viol. Est-ce que tu peux me situer dans le temps déjà? Ça fait combien d'années que tu vis donc cette histoire? Pour cela, il faut d'abord raconter un petit peu mon histoire. Moi, je suis originaire d'Afrique, d'un pays en Afrique, au niveau du sud. Et j'ai vécu là-bas jusqu'à mes 11 ans. 10-11 ans. Je suis venu en 2005. Et donc, du coup, j'ai vécu toute mon enfance là-bas. Une très belle enfance, que ce soit des parents très, très proches. Je tiens à le mentionner, des parents qui ont été très présents. J'ai une très belle enfance quand même, très bien entourée, issue d'une famille modeste, enfin même plus que modeste dans le pays. Donc grande maison, on avait accès à l'éducation, des parents avec qui on pouvait beaucoup communiquer. Et c'est arrivé là-bas. Donc avant que je vienne en France, parce que je suis venu en France en 2005. Donc c'est vraiment ce moment de mon enfance qui m'a marqué, mais pas tant que ça. Mais je pense qu'on va rentrer un peu plus dans les détails. D'accord, ok. Donc, ça s'est passé dans un cadre familial ou est-ce que c'était une personne inconnue? Comment est-ce que comment est-ce que ça s'est déroulé en fait? C'est un ami de ma famille. Je me souviendrai forcément toute ma vie de ce jour-là. Je sortais de chez le coiffeur parce que justement mes parents aimaient bien qu'on soit bien sur nous, soignés. Donc, ils nous ramenaient souvent chez le coiffeur. Et ce jour-là, en sortant de chez le coiffeur, c'est cet ami de la famille que je considérais comme un oncle qui m'a proposé de me ramener chez moi. Tout simplement. Et du coup, je l'ai suivi puisque, comme j'ai dit, c'est une personne que l'on connaît, qu'on voyait régulièrement. Mais on a fait un saut chez lui. Et un petit peu comme dans les films, il m'a proposé de prendre un goûter avec lui. Et forcément, de là est arrivée la première dérive où il m'a proposé de m'allonger pour qu'on puisse prendre le goûter ensemble. D'accord. Et ça se passe chez lui. Est-ce que tu étais déjà allé là-bas avant? Non, j'étais jamais parti chez lui avant. C'était la première fois. D'accord. Je suis même pas sûr que ce soit chez lui, puisque c'était au centre-ville, mais c'était un petit peu dans un coin, on va dire bidonville. C'était une maison en tôle. C'était une maison en tôle avec un matelas par terre, sans sommier. Donc, je pense pas que c'était chez lui. Je pense que c'était plus peut-être chez un ami ou une personne où se retrouver entre eux. Ouais. Et donc, cette première fois, il te fait t'allonger et qu'est-ce qui se passe? Il te touche? Où il te demande de faire des choses? Non, on va dire que déjà il m'a ramené quand même de quoi manger, un goûter. Mais forcément il m'a mis sur le dos,
Et directement, il a commencé à me toucher. Et l'enfant que tu étais, qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là? Est-ce que on t'avait déjà dit qu'il fallait pas qu'on touche un enfant comme ça? Est-ce que tu t'es senti agressé ou est-ce que pour toi, c'était un oncle qui te demandait de faire quelque chose donc tu le faisais? On est un petit peu dans l'insouciance puisque là, on va dire que j'avais 6 ans à l'époque. Donc j'avais pas encore cette notion du bien et du mal, surtout dans ce contexte-là. Donc j'ai ressenti de la douleur sur le moment, mais on va dire que j'ai pas ressenti, je sentais pas que ce qu'il faisait c'était mal sur le moment. Je m'en suis rendu compte bien plus tard, des années plus tard. J'étais même déjà en France, parce que là on fait un bond vraiment c'est en 4e que je me suis rendu compte que c'était un viol, ce qu'on m'avait fait. Mais de mes 7 ans jusque-là, on va dire que j'avais développé une forme de déni. Bien que sur le moment, j'avais quand même une grosse douleur en bas du dos, une grosse douleur, une grosse sensation de chaleur, pas normale. Donc du coup, on va dire que l'enfant a repoussé tout ça. Ouais. Mais du coup, dès cette première fois, il y a eu pénétration. Dès la première. Il y a eu qu'une seule fois. Ah, il y a eu qu'une. Ça s'est passé qu'une seule fois. Oui, il y a eu pénétration à ce moment-là, d'où la douleur, d'où la sensation de chaleur, d'où ce mal-être qui a pu exister. Ouais. En fait, je l'ai développé plus de manière psychologique, puisque de là, j'ai commencé à bégayer. Donc mes parents de là, on les a alertés à l'école, comme quoi il fallait que je consulte on appelle ça une psychomotricienne, puisque j'avais des défauts au niveau de mes réactions, de ma gestion émotionnelle, mais rien de physique. D'accord. Et donc ce jour-là, quand tu pars de là-bas, parce que je veux dire, comment même ça se passe une fois que l'événement se produit, à un moment, il te parle, il te dit quelque chose, ou est-ce que ça reste juste ça et puis on rentre à la maison? Il me dit quand même quelques mots, mais des mots, ça fait un peu très film, mais c'est notre petit secret. T'en parles à personne. Ouais. Je te ramène à la maison, ça va bien se passer. Il était comme s'il voulait me réconforter en fait sur le moment. Mais du coup, il te réconfortait parce que t'as exprimé quelque chose, ou est-ce que t'es resté juste tétanisé et tu n'as pas eu de réaction en tant que... Tétanisé. Ouais. Franchement, tétanisé du début à la fin. Je me souviens que je me suis pas débattu sur le moment. J'étais très très immobile. Même là, puisque j'y pense plus, mais c'est pas quelque chose qui me définit aujourd'hui. C'est pour ça que je le fais en tant qu'anonyme. Donc j'ai enfoui tout ça. Tout ça c'est vraiment derrière moi. Et là j'ai encore des souvenirs qui me reviennent et qui m'étaient pas forcément revenus sur le moment, mais ouais, je me souviens que j'ai exprimé de la douleur sur le moment, mais en restant immobile, je bougeais pas. C'était très particulier. Et donc, il te ramène à la maison et comme il te dit que c'est un secret, ça reste un secret. Ouais, ça reste un secret. Ça reste un secret et je fais comme un déni. J'en parle pas, je continue ma vie. 3 ans après, on arrive en France. Mais entre ce moment-là et les 3 ans qui se sont écoulés, tu l'as revu quand même? Oui, je le revoyais. Mais je sentais pas qu'il s'était passé quelque chose de mal à ce moment-là. Et lui, il a jamais réessayé quoi que ce soit? Il n'a jamais réessayé. D'accord. Il n'a jamais réessayé. Ok. Et donc, on enfouit, on oublie, en tout cas on essaye. Et tu arrives en France donc. Et là, je pense que les notions maintenant, parce qu'on grandit aussi, donc on entend un peu plus parler de sexualité, etc. Donc, à quel moment tu dirais que tu as réalisé que quelque chose t'était arrivé?
C'est en quatrième. En fait, en quatrième, il y a eu une succession d'événements qui a fait que j'ai compris. Puisque en quatrième, c'est là où justement on parle un peu plus de sexualité. Mais ce qui m'a vraiment marqué, le jour où j'ai vraiment réalisé que j'ai été victime d'abus, c'est on était dans un parc dans ma ville d'origine et il y a un monsieur qui vient nous parler. J'étais avec 2 amis à moi qui viennent nous parler du viol de sa fille. Je ne sais pas pourquoi. Il vient nous parler du viol de sa fille et c'est là où dans ma tête je me suis dit mais en fait son histoire est très similaire à ce que j'ai vécu. Et à ce moment-là, c'est là le premier choc. En me disant, ouais, on a abusé de moi. Et de là, survient plusieurs petits événements. Par exemple, en classe, quand je me souviens, c'était en cours d'éducation civique, on parlait de viol. Et sur un moment, je m'énerve et je m'emporte vraiment très violemment. Pas dans la violence physique, mais plus dans... Émotionnel. Voilà, émotionnel, verbal. Et c'est de là où vraiment je commence à réaliser, les souvenirs reviennent de plus en plus. Je faisais déjà des rêves auparavant, mais là, on va dire que les rêves revenaient vraiment beaucoup plus fréquemment. Et c'était toujours la même chose. C'était une remémoration. Je buguais un peu. Ouais, ça te revenait, tu c'est ça me revenait énormément. Et si tu dois décrire ces rêves, est-ce que c'était un schéma répétitif? Tu faisais souvent le même rêve? Ou est-ce que c'était différent à chaque fois? Non, on va dire que à chaque fois ça se développait un peu plus. On va dire que ça débloquait des souvenirs, même des sensations. Des fois, je me relevais le matin avec une sensation du rêve qui s'était produit, de la pénétration par exemple. Mais le rêve, ouais, c'était vraiment un acheminement où je sors de chez le coiffeur, je le vois, il vient vers moi, très souriant, en me proposant de rentrer chez moi. Après, on va chez lui. Je me souviens très bien de la pièce. Je me souviens vraiment de tous les détails de la pièce, même jusqu'à les trous qu'il y avait dans la tôle des 4 murs, même le drap, des choses insignifiantes. Je me souviens de tout ça, le matelas au sol et surtout la manière dont il m'a touché, dont il m'a pris, il m'a retourné, où il a baissé mon pantalon. C'est jamais le même rêve, mais à chaque fois t'as des choses qui se rajoutent, il y a des choses qui s'enlèvent. Donc, et ça, tout le long de ma quatrième, on va dire que ça s'est passé comme ça, jusqu'en troisième. Et justement, tu disais qu'en quatrième, c'est le moment où, voilà, on parle plus de sexualité, on a nos premières copines, etc. Et toi, ça concorde avec ces flashbacks qui reviennent. Comment est-ce que, du coup, tu abordais tes relations avec les filles à ce moment-là? Comment dirais-je, au collège, j'en ai pas eu. C'est venu un peu plus tard, parce que j'avais aussi un petit peu cette méfiance. Oui, il y avait certes ces petites amourettes, mais ça restait que des petites approches. Je n'ai jamais, j'avais peur de passer à l'acte, puisque je savais pas connaître ma réaction à ce moment-là. Donc je l'abordais pas. Je l'abordais vraiment pas. C'était vraiment quelque chose qui était que je gardais pour moi. Et on va dire que j'étais un petit peu, surtout quatrième jusqu'au lycée, j'étais un petit peu j'avais le sentiment d'énervement, de haine. Donc ouais, c'était un petit peu tout mélangé à ce moment-là. Et comment tu décrirais ton état psychologique à ce moment-là? En quatrième jusqu'au lycée, on va dire, j'étais influençable, beaucoup influençable, parce que je recherchais de l'appartenance, je recherchais de l'amour, on va dire. Je voulais que les gens m'acceptent à ce moment-là, quitte à faire des choses pas très bien, mais je voulais je recherchais de la reconnaissance. Et du coup, tu bridais un peu ta personnalité pour t'adapter. Énormément. J'ai bridé énormément ma personnalité. J'étais très renfermé. Même chez moi, j'étais même devenu insolent à un moment donné. Je dis pas que c'est forcément à cause de ça, puisque à aucun moment je voulais laisser cet événement
perturbé ma vie. Mais je pense que ça a quand même joué un petit peu forcément. sur mon état d'esprit. Forcément. Et c'était quoi ton rapport avec tes parents une fois que tu as réalisé que c'est cet événement-là qui t'avait marqué et que, voilà, à 4e jusqu'au lycée, ça a un impact quand même sur ta façon de vivre. Est-ce qu'à un moment, tu t'es dit, bon, faudrait que j'en parle à quelqu'un ou est-ce que tu en voulais à quelqu'un? Si oui, qui? J'en voulais à mon père. J'en voulais à mon père parce que ça reste un ami à mon père. Et je lui en ai voulu très longtemps. Très, très longtemps. Jusqu'à étant adulte. Et c'était très, très conflictuel avec lui. C'était énormément de reproches que je lui faisais sur sa manière de nous éduquer, sur le fait qu'il devait nous protéger. C'était pas forcément fondé. Avec du recul, c'était pas forcément fondé, puisque comme je l'ai dit au début, il nous a très bien éduqués. Il nous a très bien. Il a toujours été dans la communication. Il n'a jamais levé la main sur nous. Toujours dans la communication. Mais à l'époque, j'étais beaucoup dans ce truc de. Oui, il fallait trouver un coupable. C'est ça. Il fallait trouver un coupable. Donc oui, j'en ai même venu à avoir des mots blessants à son égard, à être violent avec mon grand frère, avec lui aussi, avec mon père. Ouais, pour moi, il devait me protéger. J'avais ce sentiment que il devait me protéger et il a eu un échec dessus. Qu'il a vraiment failli sur il avait failli dessus. Pendant un moment, je me suis dit pourquoi il ne m'a pas attendu à la fin que je finisse la coupe pour me ramener à la maison. Parce que s'il m'aurait attendu, rien de cela ne se serait passé. Mais avec du recul, en grandissant, en devenant adulte, tu comprends que, en vrai. Non, il avait confiance lui aussi. Il avait confiance. Il avait confiance. Et tu ne lui en as jamais parlé? Jamais. Jamais. Et dans ton processus, parce que je comprends bien que si tu es là aujourd'hui, et tu l'as dit au début, c'est une première étape pour toi. Ouais. Parce que tu souhaites qu'il y ait une succession d'étapes vers la guérison. Ouais. Est-ce que dans ce processus-là, tu envisages d'en parler justement avec tes parents? Je ne sais pas. Je suis, en fait, à partir du lycée, tout a changé en me disant, faut que je réussisse. Ma meilleure vengeance, ça va être la réussite. C'était vraiment ça. Et au fur et à mesure, je m'étais beaucoup concentré sur ma réussite professionnelle. Aujourd'hui, je suis plus dans ma réussite personnelle. Et donc oui, c'est la première étape. Aujourd'hui, c'est la première étape. Mais il y a d'autres choses qui vont venir derrière. Là, je vais prendre rendez-vous fin du mois pour voir une psychologue. Puisqu'il y a d'autres symptômes qui viennent après. Il y a des choses qui se débloquent. Comme quoi? Un comportement où je ne fais pas preuve d'empathie envers les gens. Aujourd'hui, j'ai ce truc de j'ai pas d'empathie, même avec les personnes avec qui je devrais en avoir. Et ça, c'est compliqué. C'est compliqué à vivre pour moi et pour les personnes qui m'entourent. Ouais. Puisqu'ils ne ressentent pas, ils me voient pas triste sur des événements, alors qu'aujourd'hui j'ai créé cette carapace qui fait que il y a très peu de choses qui m'atteignent. Si ça touche pas ma mère, ça m'atteint pas. Pour faire ça. D'accord. Et ça, c'est difficile de se construire parce que tu disais que tu voulais quand même construire une vie personnelle. Ouais. Donc c'est aussi avoir une famille. Ouais. Et quand, en tout cas dans nos sociétés, l'homme représente quand même la sécurité, représente aussi l'empathie, et représente un peu le bouclier. Donc si tu veux construire cette famille, et j'ai bien compris que tu étais dans ce cheminement-là, il est important que tu puisses justement avoir de l'empathie. C'est compliqué, c'est très compliqué aujourd'hui. Parce que justement, ce que ça découle, c'est par exemple une anecdote qui s'est passée il y a 1 an, où justement j'ai vécu la première fausse couche de ma femme. J'ai rien ressenti. Et ça a été très compliqué pour elle. Ouais. Très très compliqué pour elle. Et après, bon... Mais est-ce que tu dirais que tu n'as vraiment rien ressenti ou que tu n'arrivais pas à exprimer ce que tu ressentais? Non, j'ai rien ressenti. D'accord. J'ai vraiment rien ressenti.
Et ça, je rentre encore dans le personnel, mais ça c'est arrivé 3 fois. Dans les 3 fois, j'ai rien ressenti. Ouais, et ça, c'est dur pour une femme. C'est très dur. C'est très très dur. Et je vois que ça lui fait mal. Mais moi, ça me fait rien. Et donc, dans ce cheminement, tu irais donc voir un spécialiste. Est-ce que c'est une démarche que tu as déjà entreprise? Parce que Maléa, c'est aussi, bon, je le dis tout le temps, je suis pas une professionnelle du tout, mais c'est quand même un espace thérapeutique, tu vois. Ça a une dimension thérapeutique parce que parler, c'est déjà cette première étape-là. Je suis pas certaine que tu aies eu à parler de ça avec quelqu'un d'autre. Je sais que tu m'as dit que tu as parlé de ça justement avec une seule personne. Est-ce que tu es allé dans autant de détails? Je ne sais pas. Mais l'intérêt, c'est que Maléa soit vraiment aussi ce tremplin pour que tu puisses t'ouvrir à d'autres solutions. Je suis pas rentré dans les détails comme ça. Je suis resté très, très vague. Parce que dans cette démarche de vouloir construire quelque chose avec une personne, je me devais d'être totalement transparent. Donc j'étais transparent sur beaucoup de choses, mais pas là-dessus. Je l'ai mentionné, j'en ai parlé, mais je me suis pas attardé dessus. Parce que pour moi, j'étais pas encore prêt. Aujourd'hui, je me sens plus prêt. C'est pour ça que je suis là. C'est pour ça que j'entreprends des démarches pour voir un psychologue. Et c'est pour ça que j'aimerais bien revenir sur ce sujet avec ma compagne et pouvoir me laisser être aidé. C'est ça, c'est exactement ça. Il faut que tu acceptes que quelqu'un puisse t'aider et puisse te aussi débloquer ces blocages-là. Parce qu'il est important que tu puisses être assez ouvert et que tes sentiments existent, ils sont là. Mais pour quelqu'un qui partage ta vie, c'est difficile si tu la laisses pas entrer vraiment complètement. C'est ça, c'est exactement ça. Mais après, c'est périodique, puisqu'il y a quand même des périodes où, on va dire, je laisse cette personne rentrer dans ma tête, dans mon cœur, sinon je serais pas avec cette personne. Et c'est la personne avec qui, justement, j'étais le plus à l'aise, le plus moi-même. Mais je sens qu'il y a quand même des progrès à faire dessus. Il y a beaucoup de progrès à faire dessus. Non, forcément, avec une histoire aussi c'est traumatisant, en fait. Et c'est vraiment ça, un traumatisme. C'est quelque chose qui se ressent dans plusieurs aspects de ta vie, à des périodes différentes de ta vie. Et ce qui est déjà bien, c'est que tu puisses reconnaître que la source, c'est sûrement ça. Parce que quand tu décris le reste de ta vie, en vrai, il n'y a pas d'autres événements qui auraient pu avoir ces impacts-là. Non, puisque j'ai toujours été bien entouré. Quand j'étais enfant, mes parents étaient toujours présents. Au collège, lycée, j'ai toujours été bien entouré. J'ai toujours eu des amis avec qui j'étais très proche. J'avais même une meilleure amie. Arrivé un peu plus tard, on va dire au lycée, école supérieure, je me suis construit un noyau dur. Un noyau dur, et ce qui est beau, c'est que ces personnes-là m'ont apporté de la force et ils ne se rendent même pas compte de la force qu'ils m'ont apporté et de la détermination qu'ils m'ont apporté pour réussir. Aujourd'hui, ces personnes-là sont fiers de moi. Je sais que mes parents sont fiers de ce que je suis devenu. Ces personnes-là qui m'ont aidé par moments sont fiers de ce que je suis devenu. Aujourd'hui, je gagne bien ma vie grâce à Dieu. J'entreprends aussi, que ce soit en France ou en Afrique. Donc, je sais qu'aujourd'hui, bien qu'il s'est passé ça, je ne veux pas que ça me définisse. C'est pour ça que je veux rester anonyme. Je veux pas que ça me définisse, et je veux vraiment porter un message qui dit que bien que vous ayez des difficultés, allez au-delà de ça, parce que déjà il y a toujours pire, mais c'est pas ces choses négatives qui nous définissent. C'est vraiment toi qui dois être maître de ton destin et qui dois vraiment essayer d'aller le plus loin possible. La meilleure revanche contre la vie, c'est la réussite. Et c'est beau. C'est vraiment beau, et je suis contente quand même que tu sois aussi positif. Que tu sois aussi positif, parce que ça aussi, ça montre que tu es prêt à guérir. Que tu es prêt à guérir. Est-ce que
parce que je veux vraiment pas m'attarder sur lui, mais je pense que c'est quand même une question que les gens se poseront en regardant le podcast. Est-ce que tu as aujourd'hui des nouvelles de cette personne? Non, j'ai aucune nouvelle de cette personne. Je l'ai recroisé en 2014. Je l'ai recroisé en 2014 et je suis resté totalement tétanisé. Je suis resté, j'ai pas bougé quand je l'ai vu. Pourtant, j'ai quand même une carrure assez imposante, mais je me suis senti très très faible quand je l'ai revu. Alors que j'avais alimenté une certaine rancœur, j'avais une envie de vengeance, même de violence envers cette personne, mais arrivé devant le fait accompli, j'ai été incapable de lever le petit doigt et je suis pas sûr que cette personne m'ait vu à ce moment-là, puisque lui, il est toujours en Afrique, alors que moi, je suis en Europe, donc c'est que durant les vacances d'été. C'était durant cette période que je l'ai vu. Je sais pas s'il m'a vu, mais moi, je l'ai vu et je m'en souviens encore aujourd'hui. J'avais vraiment ce sentiment d'impuissance. Et comme c'est un ami de la famille, est-ce que les parents t'ont reparlé de lui après? Est-ce que t'as déjà entendu parler de lui à la maison ou... Oui, une fois. En fait, il fait des petites apparitions, puisqu'il fait des travaux manuels. Okay. Donc, par moment, quand il y avait des travaux à faire à la maison, il venait prêter main forte. Mais moi, j'étais très peu présent à la maison durant ces moments-là. Et quand je savais qu'il devait venir, j'y allais pas. J'y allais pas. D'accord. Aujourd'hui, je sais pas ce qu'il devient. J'ai pas de nouvelles. Je cherche pas à en avoir. Mais je sais pas aujourd'hui, comment je suis mentalement, je sais pas si je le revois. Peut-être que je pourrais passer à l'acte, un acte violent, je ne sais pas. Mais est-ce que tu as déjà envisagé de porter une plainte ou d'aller sur un pan plus justice? Ça m'est jamais... non. Ça a toujours été, on va dire, la violence qui prenait le dessus dans mes pensées. Mais jamais la voie de la justice. Parce qu'en fait, par la voie de la justice, il faudrait que j'en parle. Et je suis pas prêt à en parler de manière non anonyme. Et surtout, comme aussi ça s'est fait en Afrique, en termes de recours, je sais pas trop ce qui est après d'un pays à un autre, ça peut varier. Mais de façon générale, c'est vrai que dans ces cas-là, et vu même le temps qui est passé, il y a aussi le truc de c'était un enfant. Est-ce qu'on va te croire? Est-ce qu'on va... Voilà, je pense qu'il y a aussi tout ce... Ouais, c'est très compliqué. C'est très compliqué puisque il y en a encore aujourd'hui qui sont faits envers les femmes et on voit comment c'est traité. Exactement. On voit que c'est un petit peu laissé à l'abandon, où on prend pas vraiment ça au sérieux, où on dit que la fille... Elle a menti. Elle a menti ou elle a provoqué. Donc je sais pas si... j'ai pas mal parlé de l'Afrique, mais je sais pas s'ils sont prêts à entendre la voix d'un homme qui s'est fait abuser. Mais c'est pour ça qu'il y a Maléa. Vraiment, moi, je tiens à voir à chaque fois, on me dit oui, mais tes thématiques, elles sont tristes. Elles sont vraiment pas tristes. Au contraire, c'est des maux de notre société qui existent et dont on parle pas, qu'on refuse d'aborder. Je comprends que toi, dans ta posture, forcément, ça doit être tellement difficile que je peux pas te blâmer de pas en parler. Mais des plateformes comme ça sont nécessaires pour que une personne qui regarde et qui a vécu quelque chose de similaire puisse se dire voilà, je suis pas seule déjà. Je suis pas seule parce que parfois je pense qu'on se retrouve très seul face à ses pensées, face à ses émotions, face à sa tête. Et le but c'est qu'ils se disent voilà, je suis pas seule et qu'on commence un petit peu à en parler pour que il y ait pas d'autres personnes dans 10, 15, 20 ans qui vivent ça et qui puissent pas aller porter plainte, qui ne puissent pas en parler à leurs parents. Tu vois. On fait ça aussi pour la génération qui arrive, quoi. Pour nous, c'est difficile. Je sais, je suis la première à regarder beaucoup de choses pour moi, malgré le fait que je libère la parole. Je sais que c'est pas facile, mais c'est comme ça, petit à petit, qu'on commence
à créer des familles plus saines, des environnements plus sains. Donc moi, je suis fière, je suis contente que tu aies accepté de venir ici, même de façon anonyme. Et je suis même plutôt contente que ce soit de façon anonyme parce que ça te permet de t'exprimer plus facilement. Et je sais que tu as déjà dit un petit peu ce que tu souhaitais dire au public, mais quels sont les derniers mots que tu aimerais qu'on retienne de ton histoire? C'est vraiment la résilience. C'est ne pas se laisser prendre par des événements, ne laissez pas un événement ou une personne définir qui vous êtes. C'est vraiment aller chercher la réussite, toujours la réussite, puisque c'est la réussite qui va vous permettre d'être fier de ce que vous êtes, tout simplement. Il n'y a pas meilleure vengeance que la réussite. Ouais. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté de participer à cet épisode de Maléa. Merci à vous tous de regarder cet épisode. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode, mais n'oubliez surtout pas de liker, de partager, de commenter. On est disponible sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook, mais également sur Apple Podcasts et sur toutes les plateformes d'écoute. Merci encore d'avoir accepté cette invitation et je veux aussi m'adresser à tous les parents qui nous regardent. Parlez à vos enfants, vraiment parlez à vos enfants. On ne sait jamais ce qui peut se passer dehors. La confiance, c'est quelque chose qui est difficile aujourd'hui à donner. Faisons attention à nous et on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode.